Mais pourquoi tant d'histoires? Mais pourquoi tant d'histoires? Mais pourquoi tant d'histoires? Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'émission Pourquoi tant d'histoires consacrée à l'historiographie. N'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative, nous ne vivons que grâce à votre soutien qui permet de maintenir le site web, qui permet de publier 2 émissions par semaine, d'en réaliser bien évidemment le montage. Alors sachez que les dons faits à Storia Voce sont déductibles de vos impôts. Si vous donnez par exemple 50 €, eh bien vous déduisez 33 € de votre feuille d'impôt. Si vous souhaitez nous soutenir, si vous le pouvez surtout, rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre site internet. Alors, elle a 200 ans et forme les cadres de la conservation du patrimoine. La variété de son enseignement justifie les chaires d'excellence qu'elle accueille en son sein et la diversité de ses enseignements. Elle a vécu et participé aux grands événements de notre époque contemporaine, des révolutions du 19e à l'affaire Dreyfus, de la Grande Guerre à mai 68 en passant par les années 40. Pourtant, eh bien, son nom est associé d'abord et avant tout au monde médiéval. Au jeune pensionnaire qui inaugurait l'école, Isaac Étienne Delarue disait « Tout historien qui ne prend pas les chartes pour guide dans le dédale des temps s'expose à s'égarer ». Vous l'aurez reconnu, nous allons donc parler aujourd'hui de cette grande institution qu'est l'école des chartes et je suis très heureux de recevoir à ce micro Michèle Boubenitschek. Michèle Boubenitschek, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes archiviste, paléographe, professeur des universités et depuis le mois de septembre 2016, vous êtes directrice de cette grande école, l'École nationale des chartes, après avoir été naturellement enseignant, chercheur et conservatrice du patrimoine. Je me plonge directement dans cette longue histoire de cette École des chartes. J'ai oublié de dire, fait très important, que les éditions Gallimard, en coédition avec l'École nationale des chartes, a publié un livre anniversaire pour ses 200 ans, joyeux anniversaire donc, l'École nationale des chartes, 200 ans au service de l'histoire, un livre coécrit avec Jean-Charles Desbagues et Olivier Poncet que nous avons reçu à ce micro à propos de Mazin. À l'origine, Michèle Boubenitschek, une passion et peut-être une inquiétude, celle de voir disparaître l'érudition classique. Oui. Alors, la création de l'école des chartes, effectivement, a été motivée tout de même, je dirais, principalement par un contexte historique qui est celui de l'après-Révolution française, puisque c'est sous la Révolution française, suite aux confiscations révolutionnaires, qu'a été créé tout le réseau de la conservation du patrimoine qu'on connaît encore aujourd'hui, les services, par exemple, d'archives nationales et départementales dans chaque département français, le département étant, comme chacun sait, également une création de la Révolution française, réseau également des bibliothèques municipales. Tous ces services donc se sont enrichis lors de la Révolution des confiscations issues de la Révolution et les dirigeants, les gouvernements de l'époque, donc Révolution, Empire et ensuite Restauration, ont vraiment à cœur de voir naître un corps de professionnels véritablement en capacité de conserver comme il se doit, en connaissant véritablement ce qu'ils ont sous la main, de conserver comme il se doit ce patrimoine. Donc la création de l'école, même si elle a lieu précisément le 22 février 1821, donc sous Louis XVIII, donc sous la Restauration, est un projet qui est en réalité en maturation depuis beaucoup plus d'années, et en fait qui est né sous l'Empire dans cette après-révolution qui se préoccupait de la création d'un patrimoine national. On a voulu doter ces services de patrimoniaux nationaux d'un corps spécifique, et c'est la création de l'École des chartes. Donc en 1820. Mais il y a des racines plus profonde parce que l'inspiration est au fond antérieure au XVIIIe. On pense notamment aux grands érudits du XVIIe, comme par exemple un Dom Mabillon. Oui, tout à fait. Il y a aussi, et là il faut pas le nier, hein, bien sûr sous la Restauration, à la fois donc ce désir d'accompagner ces nouveaux services nés du bouleversement de la Révolution, mais de retrouver aussi les méthodes d'érudits
érudition chère aux érudits de l'Ancien Régime, et en particulier l'érudition monastique, l'érudition cléricale de l'Ancien Régime. Donc il ne faut pas perdre, on a pour idée de ne pas perdre ces méthodes, et en particulier, effectivement, vous citiez très justement Dom Abillon, le père de la diplomatique on va moderne, revenir sur la définition de la diplomatie. Effectivement, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le centre de recherche de l'École des Chartes porte son nom. Hein. Le centre, c'est Centre Jean Mabillon, c'est le nom du laboratoire de recherche de l'École des Chartes, justement en référence à cette érudition savante, moderne, classique, que l'école souhaite prolonger au-delà, là encore, du bouleversement que constitue la Révolution française. Le livre évoque aussi, anniversaire, l'École nationale des Chartes évoque aussi les mauristes. Qui sont les mauristes? Alors, ce sont justement, c'est la congrégation des bénédictins de Sainte-Maure qui, effectivement, dont faisait partie Dom Mabillon, oui. Et donc dont il reste, effectivement, qui reste classiquement associé à cette idée d'érudition savante, qui, depuis le Moyen-Âge, est aussi une érudition cléricale, puisque effectivement, ce sont les clercs qui, je dirais d'antiquité, on va plutôt depuis le Moyen-Âge, pour la France, sont donc associés non seulement bien sûr aux pratiques du pouvoir, au maniement de l'écrit, à l'écriture aussi de l'histoire, et donc aussi à ces méthodes, méthodes évidemment de confection, de conservation aussi des sources. Tout cela est lié. Donc 1821, février, création de l'école, mais il faudra un certain temps avant que l'école, en quelque sorte, prenne une forme définitive. Les débuts sont un peu chaotiques. Oui, les débuts sont un peu, alors peut-être pas chaotiques, mais effectivement, on peut considérer que l'école est fondée et refondée plusieurs fois jusqu'au milieu du 19e siècle, en fait. En 1821, l'école se cherche encore un peu. Le diplôme, d'ailleurs, d'archiviste paléographe, qui reste le diplôme phare de notre école, donc qui sanctionne le parcours dit d'archiviste paléographe, ne naît qu'en 1829, et donc les premiers élèves, effectivement, ne sont pas rémunérés. Les compétences que donne l'école ne donnent pas lieu donc à un diplôme spécifique. Il n'y a pas encore aussi de thèse d'archiviste paléographe qui va faire très vite la réputation de l'école. Il faut attendre effectivement le milieu du 19e siècle pour que cette thèse soit, je dirais, imposée aux élèves, et ça va devenir vraiment le symbole de l'érudition chartiste. Voilà. Donc effectivement, l'école se construit par étapes. Il y a les aléas politiques aussi. Exactement. En 20-30 ans, il faut attendre une trentaine d'années pour que l'école ait un fonctionnement, je dirais, rodé, à la fois dans effectivement le diplôme qu'elle donne et dans ses enseignements, qui vont se compléter aussi petit à petit, avec jusqu'à intégrer tout au long du 19e siècle aussi des disciplines complémentaires des sciences de l'écrit, puisque au départ, il s'agit surtout de lire, d'interpréter effectivement les documents écrits anciens, mais très rapidement, on se préoccupe aussi de compléter ces savoirs liés aux sciences de l'écrit par d'autres disciplines qui apparaissent nécessaires, liées par exemple à l'archéologie monumentale, à l'histoire de l'art. Donc petit à petit, les savoirs aussi de l'école s'enrichissent de ces nouveaux cours. Ce que montre très très bien le livre, elle évolue à la fois avec l'histoire, mais aussi dans sa nature. D'où vient le nom de Chartres, et pourquoi Chartres? Pourquoi pas école des manuscrits, école des parchemins? Exactement. Alors ça, c'était toute une question très judicieuse. D'ailleurs, je profite de l'émission pour clarifier une erreur qui est souvent faite. On entend très fréquemment la confusion entre Chartres et la ville de Chartres. Voilà, c'est l'école de Chartres. C'est souvent, je dirais, l'erreur amusante qui peut être commise quand on n'a qu'une idée assez vague de ce qu'est l'école. Alors, c'est vrai que pour nous autres historiens, et en particulier pour moi médiéviste, Chartres, je n'ai pas la référence à cette belle ville de Chartres n'est pas une, je dirais, complètement incongrue, puisque au Moyen-Âge, c'est une ville qui abrite de nombreuses écoles, extrêmement réputées. Donc voilà. Mais en soi, ça n'a absolument aucun rapport. L'école n'a jamais été localisée à Chartres. Et là, il s'agit bien en fait, du mot français qui correspond au mot latin carta,
carta, qui veut dire en fait le diplôme, donc traduit par charte, c'est le diplôme solennel. D'ailleurs, on parle aussi parmi les disciplines phares de l'école de diplomatique, pas de diplomatie mais de diplomatique, qui vient aussi de diploma, terme qui désigne également le document écrit solennel. Donc c'est l'idée qu'effectivement les enseignements de l'école, au départ, l'école est vraiment totalement centrée sur le Moyen-Âge. Elle délivre des savoirs, des compétences très très précises qui permettent de rentrer de manière extrêmement fine et érudite dans les sources que nous a léguées le Moyen-Âge et parmi elles évidemment les chartes carolingiennes, les chartes capétiennes, tous ces documents solennels joliment scellés ou avec monogrammés, donc qu'on apprend à lire, à déchiffrer, à interpréter, à traduire à l'école. Il y a aussi un sens politique parce qu'au fond, être chartiste à l'époque, c'est être pour Louis XVIII. Exactement. Il y avait évidemment un clin d'œil. Donc c'est un clin d'œil politique. Je pense, voilà. Oui. Et on peut penser légitimement que si le projet avait abouti plutôt sous l'Empire, puisqu'il est quand même né primitivement sous l'Empire avec le baron de Gérando, qui était le père du premier projet, et projet qui a été ressorti de manière opportune sous la Restauration, peut-être que effectivement l'école n'aurait pas porté ce nom, mais un autre qui reste évidemment là encore totalement hypothétique. Mais effectivement, il y a un clin d'œil qui est lié à la charte, bien sûr. Alors, en quoi le modèle de l'époque, de l'école, se distinguait des autres écoles de l'époque? Alors, peut-être ce qui en fait tout le prix, et ce qui continue d'ailleurs à faire de notre établissement un établissement unique, je dirais en France et dans le monde aussi, c'est véritablement d'avoir réussi à concentrer au sein d'un même enseignement des disciplines à la fois très érudites, mais qu'on trouve sous des formes un peu différentes, en tout cas séparées dans des départements différents d'université. C'est-à-dire qu'en fait, pour retrouver l'ensemble du panel des disciplines de l'école, il faut aller encore aujourd'hui. L'école est vraiment pluridisciplinaire à l'avance, d'une manière très très prémonitoire. Aujourd'hui, chacun ne jure que par la pluridisciplinarité, donc la circulation entre les disciplines pour effectivement avoir une approche globale d'une période ou d'une problématique. L'école offre cette approche globale dès le début, en se disant finalement on va prendre dans tel ou tel domaine du savoir tout ce qui permet donc à quelqu'un de s'emparer de l'essence d'une source. Donc il va falloir évidemment maîtriser la langue, il va falloir maîtriser l'écriture, il va falloir maîtriser les fondements juridiques du texte, il va falloir maîtriser éventuellement aussi si on a des sources iconographiques, l'histoire de l'art. Donc voilà, on a d'emblée l'école des chartes va demander de manière aussi exigeante de maîtriser aussi bien des domaines liés à la philologie, à la littérature, qu'aux sciences des textes, à la matérialité des documents, et pour retrouver au droit aussi, et pour retrouver encore une fois ces disciplines ailleurs, il aurait fallu fréquenter à la fois une faculté de droit, une faculté de lettres qui existait déjà à l'époque en tant que telle. Mais là, on a rassemblé de manière assez visionnaire d'emblée ces disciplines au sein d'un même enseignement, et je dirais en marge de l'université. Effectivement, au départ, il n'y a pas de volonté. Ce n'est pas une université, c'est une école, mais c'est un modèle très, très, très français. Mais ce côté visionnaire est très important, parce que l'émission est précisément sur l'historiographie. Dans la représentation de tout à chacun, c'est l'école des Annales qui donnera une approche globale. On pense au Saint-Louis de Le Goff, qui étudie absolument tous les aspects du règne de Saint-Louis. Ça veut dire que l'école des Chartes, en quelque sorte, préfigure ce qu'il va se passer au XXe siècle? Oui, tout à fait. Je prendrais même un autre exemple qui est aussi un renouvellement historiographique relativement récent et toujours très, très en vogue. Vous connaissez comme moi le courant de la micro-histoire,
la micro-histoire, qui effectivement a renouvelé, grâce à l'approche d'un dossier d'archives, notre façon de faire de l'histoire finalement, et dont on passe progressivement grâce à un dossier, à partir du moment où on l'étudie, je dirais, dans le détail et comme il faut, d'une perspective micro à une perspective macro. C'est-à-dire qu'on peut faire de la très grande histoire à partir d'un micro-dossier historique, notamment, éventuellement un parcours de vie. Ça a été extrêmement bien fait à partir des années 60-70, un courant italien qui ensuite s'est répandu, je dirais, dans toute l'Europe et qui est toujours très, très en vogue, y compris dans l'école des historiens français aujourd'hui. J'en suis, je me réclame personnellement volontiers de ce courant pour certaines de mes recherches. Et je suis pas la seule à le dire. Jean-Claude Schmitt, qui est un confrère qui a également fait l'école, le constatait lors d'un colloque d'ailleurs dédié. Finalement, la méthode chartiste, c'est une méthode aussi, de manière prémonitoire, profondément micro-historique, puisque nous privilégions ce qu'on apprend dans cette école. Et je crois une fois qu'on a cette méthode en tête, finalement, c'est une méthode assez fructueuse qu'on peut appliquer à divers types de dossiers ou à diverses thématiques avec beaucoup de fruits. C'est de prendre ce dossier, de le décortiquer et ensuite de ne monter dans la perspective pour en tirer tout ce qu'on peut en tirer et aller finalement du détail, si j'ose dire, d'érudition à une perspective beaucoup plus vaste, d'analyse plus englobante. Donc finalement, ce que d'aucuns ont redécouvert ou redécouvrent encore avec beaucoup de bonheur via la méthode micro-historique, c'est, je dirais, la méthode chartiste, par le biais du dossier archivistique. Voilà. Nous, on fait ça depuis très longtemps. Alors, Charles Langlois parlait des habitudes des chartistes. Qui sont les chartistes? Ce sont, dit-on, des notables estimés, mais parfois aimablement raillés. Il y a comme un paradoxe dans cette affirmation. Oui, alors peut-être aussi, c'est vrai que l'école a et je crois que c'est ce qui fait que, par exemple, à propos de l'approche micro-historique, on penserait pas forcément d'emblée à des chartistes, parce qu'elle depuis sa fondation, effectivement, s'attache aux sources du passé. On peut en avoir et d'aucuns gardent encore cette image, je dirais assez traditionnelle, à la fois des savoir-faire des chartistes, mais aussi de leur personnalité ou de leur comportement. Soyons clairs. Alors que et là, je pense que finalement, c'est une approche peut-être un peu générale et un peu caricaturale, qui ne résiste pas à une étude un peu approfondie, un examen, je dirais, des personnalités, des carrières, des thématiques aussi de recherche qui sont celles du corps, et aussi bien, je dirais, depuis l'origine jusqu'à nos jours. On a des parcours aujourd'hui. Quand on commence à regarder le parcours de chacun, on est toujours étonné des évolutions, y compris thématiques possibles. Je pense au fondateur de l'école française d'Extrême-Orient, donc Finot, qui avait réalisé pour son diplôme d'archiviste paléographe une thèse sur les finances de Charles VI et qui s'est ensuite complètement redéployé vers les études asiatiques, vers l'Indochine, avec beaucoup de bonheur, président notamment la première mission archéologique en Indochine. Et ça, c'est, je pense, la méthode chartiste qui le permet. C'est-à-dire que on peut débuter à l'école par une étude très érudite sur une période, une thématique, mais la méthode qu'on apprend dans cette école et qui permet de réaliser ce premier travail de recherche très poussé est ensuite aisément exportable, si j'ose dire, vers toutes sortes de thématiques et j'ose dire la liberté qu'on acquiert aussi dans cette école de la méthode qu'on y donne permet ensuite d'embrasser d'autres centres de curiosité ou d'intérêt de manière très aisée. Et moi, je reste fascinée par
les conversions, les redéploiements successifs de très nombreux confrères et consoeurs sur des terrains sur lesquels on les attendrait pas forcément. Je pense notamment à une jeune collègue donc chercheuse au CNRS qui a débuté en étudiant la musique baroque donc à l'époque moderne à l'école des Chartes et qui actuellement est l'une des spécialistes reconnues du mouvement punk, voilà, et qui préside d'ailleurs qui dirige un programme jeunes chercheurs sur ces thématiques-là, mais et là encore avec beaucoup de bonheur et sans réaliser, je dirais, de renoncement vis-à-vis de ces premières thématiques de recherche. Ces premiers amours, voilà. Oui. Il y a donc une méthode chartiste, il y a un style chartiste. Oui, je pense qu'il y a un style, une méthode, je dirais plus qu'un style, parce que chacun se fabrique son style, y compris à l'école des Chartes. Il y a une méthode, je crois, chartiste, qui est une méthode, je dirais, de rigueur et d'analyse critique, donc en replaçant finalement la source au centre, en la laissant s'exprimer, parler, si j'ose dire, avec le recul et l'érudition nécessaires. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs s'effacer ensuite en tant qu'historien, mais c'est vrai que peut-être que chez les chartistes, on a cette, d'ailleurs, ce qui peut parfois d'ailleurs apparaître comme un reproche. Il y a cette modestie chartiste qu'on a tendance aussi à un peu mettre en exergue, c'est le fait que le chartiste c'est pas celui qui va briller aux dépens de ses sources, mais plutôt qui aurait tendance peut-être pas à se cacher, mais à laisser parler les sources plutôt que effectivement qu'à prendre la parole ou à vouloir. Alors on sait bien que tout historien, quelle que soit sa formation, n'a pas à se prononcer au nom des sources ou à les compléter, puisque là on passe je dirais dans la fiction, la littérature, c'est autre chose. Mais effectivement, chez le chartiste, il y a particulièrement cette tendance à la prudence vis-à-vis dans l'interprétation et l'analyse de la source historique. Ça, c'est évident. Toute notre formation nous y conduit. Donc, on est effectivement d'une prudence de sioux, si j'ose dire, vis-à-vis de ces sources, mais ça n'empêche pas ensuite, effectivement, d'en tirer la substantifique moelle, comme d'autres peuvent le faire, mais sans doute, effectivement, avec une tradition je dirais, de modestie, de simplicité, de neutralité, qui est particulièrement, effectivement, affirmée peut-être à l'école des Chartes. Alors, vous l'avez souligné, il y a nombreuses disciplines de recherche. Je souhaiterais m'arrêter sur 2 disciplines. La paléographie, vous l'évoquiez tout à l'heure. Que recoupe cette discipline ? Alors, la paléographie, donc, c'est la discipline phare. Voilà, c'est exactement. D'ailleurs, ce qui le prouve, c'est que le nom du diplôme délivré par l'école, du diplôme qui reste phare aussi, c'est le diplôme d'archiviste paléographe. Alors, c'est vrai que depuis, nous délivrons aussi des masters, nous délivrons le doctorat, mais le diplôme d'archiviste paléographe reste effectivement le diplôme central de l'école des Chartes. Donc, comme son nom l'indique, archiviste et paléographe. L'idée, je reviendrai sur le contexte de création de l'école, toujours ce tout début du 19e siècle, où on cherche à former donc des professionnels véritablement de la conservation de ces sources, de jeunes savants capables de les déchiffrer. En fait, l'idée c'était, vous savez que les chefs-lieux des départements sont créés avec l'idée de pouvoir en une journée de cheval gagner le chef-lieu pour y accéder à tous les services offerts par cette nouvelle administration. Eh bien, aux archives départementales, donc il y a un directeur qui très vite est chartiste, et ce directeur d'archives départementales, des archives départementales, eh bien on est sûr avec sa formation de chartiste qu'on aura au moins au niveau du département un spécialiste capable de lire. Un document ancien, de les traduire, de les interpréter, qu'il s'agisse d'une charte occitane du XIIe siècle ou d'un document pontifical du XVIIe. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée que, et ça reste, c'est pour ça que les enseignements de paléographie sont particulièrement pointus, ardus, et tout au long de la scolarité, parce qu'il faut mériter son diplôme d'archiviste paléographe. Et c'est vrai que là, les élèves repassent les modules autant qu'il faut pour acquérir cette compétence, alors qui est plus ou moins aisée selon les capacités naturelles, comme on dit. On dit qu'on a un œil, par exemple, artistique pour analyser une œuvre.
il y a aussi, ça j'en suis persuadée, enfin tout le monde le sait quand on est un peu spécialiste, il y a un œil paléographique. On a naturellement l'œil paléographique ou pas, c'est-à-dire que certains ont plus que d'autres la facilité de déchiffrer des écritures difficiles, mais l'école des chartes est là pour donner, je dirais, cette capacité à tous, quelles que soient les capacités, je dirais, personnelles. Et donc, cet œil paléographique, il s'acquiert aussi par la pratique. Donc, c'est la raison pour laquelle, dès l'origine, eh bien, on va faire en sorte que les élèves soient rompus au déchiffrement de ces sources, quel que soit le caractère parfois extrêmement cursif de l'écriture. Quand on passe sur des écritures du XVe siècle, même du début, et surtout du XVIe siècle, on sait très bien. Enfin, c'est pas un mystère que le fait d'avoir moins de travaux historiques sur ces périodes-là, et en particulier sur la Renaissance, est lié en particulier au caractère très très ardu du déchiffrement des sources à cette époque. Donc on sait très bien qu'évidemment, il sera peut-être plus naturel pour certains d'aller choisir des sources plus lisibles. Le chartiste ne doit pas avoir ces obstacles-là en tête. Au contraire, on est effectivement en forme. Je peux vous dire que je me souviens encore d'examens de paléographie où on a l'impression, c'est vrai que on m'aurait donné ça 2 ans avant, j'aurais été très découragée. On vous ouvre un registre et vous avez l'impression en fait qu'on vous représente les vagues de la mer, c'est-à-dire qu'on a des lignes, voilà, extrêmement cursives. Eh bien, nous sommes formés pour lire cela, donc de manière fluide, et puis parfois traduire, parce ce sont des écritures qui peuvent être françaises, mais aussi sur latine. On a un côté aussi parfois des écritures selon le type de document extrêmement abrégé. Là, je pense à ce qu'on appelle la libraria, qui est l'écriture des manuscrits latins et en particulier théologiques, où les mots sont contractés au point de ne plus former que 2 lettres, une lettre sur la ligne, une lettre en exposant, et c'est un mot qu'il faut connaître par cœur. Après, il y a du latin, il faut maîtriser la langue. Voilà, tout ça, effectivement, ça paraît complètement incroyable, mais effectivement, ça fait partie des bonheurs de l'école des chartes que de former des jeunes gens donc à lire couramment des commentaires théologiques du XIIIe extrêmement abrégés, ou de déchiffrer des écritures cursives du XVIe ou du XVIIe encore avec beaucoup d'aisance. Alors, qu'est-ce qui distingue un paléographe d'un philologue ? Alors le philologue, effectivement, pour être, les philologues sont aussi paléographes, puisque le philologue, c'est celui qui est spécialiste de la langue, donc des structures de langue. Donc effectivement, on n'est pas paléographe sans être philologue et réciproquement, parce que si on maîtrise pas, par exemple, la philologie romane, c'est une des disciplines enseignées à l'École nationale des chartes, puisque notamment pour le Moyen Âge, beaucoup de sources donc sont effectivement latines, mais aussi françaises, et donc il faut maîtriser une langue qui est en cours de normalisation, entre le latin et le français contemporain. Donc une langue encore à flexion. On va passer de l'ancien au moyen français progressivement. Ça s'apprend. Ce sont évidemment, ce n'est pas de l'allemand, donc effectivement. Mais enfin, je peux vous dire qu'une charte du XIIIe siècle, pour en avoir lu avec des étudiants effectivement à l'université, ça peut dérouter, parce qu'il faut maîtriser effectivement cette philologie romane, donc les structures de la langue telles que la parlaient, l'écrivaient les médiévaux dans des époques donc anciennes, et ça demande effectivement un peu d'apprentissage de grammaire, de phonétique, de vocabulaire. On a donc des systèmes effectivement de langue, on a aussi des systèmes de dialectes. Enfin tout ça, ça fait aussi l'objet d'enseignement à l'école, donc l'enseignement de l'ancien, du moyen français, mais aussi la philologie latine, puisque là encore, les élèves en préparation au concours maîtrisent un latin classique, mais ensuite à l'école, ils se retrouvent confrontés à du latin, qui est du latin médiéval, qui peut être ensuite du latin moderne, ce qu'on appelle le néo-latin, et le latin du XVIIe n'est pas le latin du XIVe ou du XVe siècle. Le latin humaniste des chancelleries du XVe siècle n'est pas le latin normalisé des chartes du XIIIe. Enfin, voilà. Donc toutes ces nuances-là, eh bien, sont là encore données, apprises
transmise aux élèves, aux étudiants à travers des cours extrêmement spécialisés. Et puis, pour être sûr de couvrir tout le spectre des langues couvertes présentes en fait dans les documents des services d'archives et des bibliothèques de France et de Navarre, si j'ose dire, eh bien, nous avons aussi des enseignements d'occitan, voilà. Donc, on donne aussi des aperçus aux élèves via le cours de paléographie du vieil allemand. Enfin voilà. Après, chacun peut ensuite développer certaines compétences, mais l'occitan, l'ancien, le moyen français, le latin, toute période confondue, ça fait partie des fondamentaux de l'école des chartes. Voilà, et c'est ça la philologie telle qu'elle est enseignée. Alors, vous avez évoqué l'histoire médiévale, on a évoqué aussi l'histoire moderne, vous donniez l'exemple de la musique baroque. Vous ne faites pas d'histoire contemporaine ou d'histoire antique ? Si, tout à fait. Alors voilà, très bonne... Alors c'est vrai que c'est une question totalement passionnante parce que la première école des chartes, l'école des chartes du 19e siècle, c'est une école qui donne accès essentiellement au Moyen-Âge. C'est l'école, il faut aussi replacer les choses dans une perspective historique, bien sûr. Plus on avance aussi les centres d'intérêt. Et là, l'école s'est très vite donc élargie à d'autres périodes, mais l'élargissement vers la période contemporaine est, je dirais, relativement récent. C'est-à-dire que pendant la seconde moitié du XXe siècle, évidemment, il devient totalement, on dissocie plus Moyen-Âge et époque moderne. Pour introduire effectivement des enseignements d'histoire contemporaine et d'histoire économique, il faut attendre effectivement la deuxième partie du XXe siècle. Ça paraît d'ailleurs assez logique. Et aujourd'hui, l'école continue à la fois d'être basée sur ces périodes anciennes qu'elle contribue à faire connaître, faire découvrir et analyser en profondeur, mais on n'hésite plus à faire du très très contemporain, y compris dans les enseignements, comme le montre à la fois, je dirais, l'évolution des chaires de l'école des chartes et aussi l'évolution des sujets de thèse privilégiés désormais par les élèves pour, par exemple, leur thèse du diplôme d'archiviste paléographe. Moi, ce qui me fascine aussi tous les ans, à la période de soutenance des thèses, c'est qu'on est capable d'avoir des thèses de médiéval, je dirais, assez plus ou moins classiques d'ailleurs, parce qu'on pourra y revenir, mais elles sont de plus en plus renouvelées aussi par les approches liées aux humanités numériques, par le numérique. Mais aussi des thèses extrêmement contemporaines. On a eu, pour la dernière promotion, la promotion 2020, une thèse, par exemple, sur le design italien des années 50-60. Donc, vous voyez, en fait, on n'hésite pas, les élèves n'hésitent pas à se lancer toujours avec la méthode qu'on décrivait tout à l'heure, donc la méthode chartiste, sur des périodes extrêmement contemporaines, des sujets très, très contemporains, parce qu'il y a cette liberté vraiment à laquelle on tient beaucoup à l'école. On leur donne une méthode et ensuite eux-mêmes se fabriquent leur sujet à eux en fonction des appétences qu'ils se découvrent et des envies qu'ils ont. Et évidemment, c'est permis aussi par l'évolution des enseignements. Je prends un exemple, c'est que jusqu'à une date encore assez récente, on avait une seule chaire d'histoire du livre, qui était une chaire d'histoire du livre finalement de l'époque moderne. Nous avons maintenant une deuxième chaire d'histoire du livre qui est dite d'histoire du livre contemporain et des nouveaux médias. Et qui envisage donc l'histoire évidemment de l'imprimerie, de l'édition jusqu'aux périodes les plus récentes, mais aussi les nouveaux médias, c'est-à-dire jusqu'aux jeux vidéo, l'audiovisuel, le numérique et les jeux vidéo, qui sont effectivement des supports maintenant conservés en face. Nous sommes en face de la Bibliothèque nationale de France. Il y a un département de l'audiovisuel et donc une section dédiée à ces nouveaux supports, des choses qu'on ne sait pas forcément, mais que l'école accompagne aussi. Vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a vraiment ce désir à la fois, je pense que c'est important à dire, de rester très attaché à une tradition que nous défendons, mais d'évoluer, parce que l'école, en fait, continuera, je pense, à vivre, à condition, comme elle l'a toujours fait, d'innover au fur et à mesure de l'évolution des supports et des productions finalement de la société, puisqu'en fait c'est ça qu'il faut, production d'ailleurs écrite, non écrite désormais et numérique, puisque l'écrit est numérique majoritairement. Vous montrez bien l'évolution de l'école, les innovations. Est-ce que l'école a été marquée par les grands débats historiques du XXe siècle entre, j'allais dire,
peut-être pour simplifier un peu, entre conservatisme et au contraire audace. On imagine aussi que les formations elles-mêmes ont évolué. Vous venez de l'évoquer. Oui, tout à fait. Alors je crois que voilà, avec cette tradition de neutralité dans la méthode scientifique. Il y a eu pendant longtemps, alors c'est plus le cas vraiment aujourd'hui, puisque l'école, comme d'autres d'ailleurs, c'est le mouvement général, et je crois qu'on peut s'en féliciter, est désormais très intégré au milieu universitaire, puisque nous avons rejoint de manière définitive en 2018 l'université Paris Sciences et Lettres, comme d'autres grandes écoles. Donc nous sommes maintenant pleinement, je dirais, intégrés au système universitaire, mais pendant longtemps, j'ose dire que l'école s'est vécue un peu en marge des évolutions de l'université, comme un conservatoire, je dirais, d'une méthode effectivement solide, échappant, je dirais, aux modes, et en particulier aux modes historiographiques. Bon, voilà. Alors, est-ce que conservatoire veut dire conservateur? Ah non, voilà. Enfin, ça peut être vécu comme ça. C'est-à-dire qu'un conservatoire est souvent, je pense que vous ne me contredirez pas là-dessus, vécu, enfin, observé et jugé comme un établissement conservateur, ce qu'il n'est pas, et j'espère l'avoir montré, parce que c'est vrai que méthode ne veut pas dire méthode directive, et la grande liberté que nous avons, enfin qu'on donne à nos élèves. Voyons, on n'imposera jamais un sujet de thèse et une façon de l'interpréter, et je crois que cette liberté finalement qu'on a, c'est un petit peu, je compare volontiers la méthode chartiste au savoir-faire indispensable aux musiciens finalement. Pour composer de la musique, il faut des savoirs essentiels de base, et ensuite on peut prendre toute liberté pour composer la musique qu'on veut, soit, je dirais, traditionnelle, classique, ou au contraire très expérimentale. Les chartes, c'est un petit peu pareil. Voilà, on vous donne une méthode qui est bien rodée, qui peut apparaître classique, mais à partir de laquelle on peut effectivement confectionner tout type de travaux, et les chartistes ne s'en privent pas. Donc on a tous les courants sont représentés, et l'école des Annales évidemment a fait des émules chez nous, comme elle a été rejetée par d'autres. Donc voilà, on a l'école c'est jamais identifié, je crois, un mouvement historiographique particulier. Et il y a des sensibilités comme partout ailleurs. Voilà, c'est vrai que dans un corps plus réduit comme l'est celui de l'école des Chartes, effectivement, un individu et le courant qui le représente peut prendre à un moment donné une importance particulière. Mais voilà, c'est comme ça que j'aurais tendance à résumer les choses. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu oui, tout à totalement fait. Alors, question. je vais passer sur l'histoire. Je renvoie nos auditeurs à votre livre. L'école des Chartes a vécu les grands moments de l'histoire. Je le disais en introduction, de l'affaire Dreyfus à mai 68, en passant par la Grande Guerre. Et en termes d'innovation, ou plutôt d'évolution, l'érudition a su changer de sexe aussi. Et elle l'a fait assez tôt, au fond, l'école. C'est ça. Alors, elle l'a fait assez tôt, s'agissant d'une école mixte, puisque effectivement, il faut, si on compare effectivement des établissements qui ont eu à cœur à un moment donné, si vous voulez, d'avoir je pense aux écoles normales supérieures, effectivement des variantes spécifiquement féminines. Il n'y a pas eu l'idée de créer, enfin c'est trop petit pour ça, je pense, de créer une école masculine, une école réservée aux filles. Mais effectivement, dès le début du 19e siècle, puisque la première femme diplômée de l'école des Chartes, donc c'est Geneviève Acloque, 1907, donc c'est relativement tôt. Pour les écoles donc qui vont devenir mixtes, effectivement, on est en tête, si j'ose dire. Alors ça veut pas dire pour autant, effectivement, les filles sont assez nombreuses assez rapidement, d'ailleurs, et plutôt brillantes, puisque plusieurs majors de promotion sont rapidement des filles, donc elles montrent rapidement leur capacité. Elles sont studieuses, y compris à l'école des Chartes, donc peut-être un peu plus même lors de la scolarité, ce qui fait que ça donne de très très bons résultats. Mais effectivement, on a rapidement une féminisation et des professions qui sans doute s'y prêtaient, puisque effectivement
effectivement dans de la société de l'époque, hein, parce qu'on est quand même il y a un peu plus d'un siècle de cela. Des professions en particulier dans le domaine des bibliothèques, puisque l'école de tradition fournit des conservateurs des bibliothèques érudits. Apparaissait aussi, je crois, comme une occupation honnête finalement, hein, pour une jeune femme érudite. Il y avait, je crois, deux voies privilégiées, hein, le professorat, l'enseignement, et puis peut-être les bibliothèques. Donc c'est sans doute aussi une des raisons qui fait que l'école apparaît comme une école, je dirais, recommandable, appropriée, hein, pour les jeunes femmes. Et puis ensuite, effectivement, elle s'émancipe, hein, de ses présupposés, mais de ses rôles, je dirais, prédéterminés. Mais ça a sûrement joué. On remarque d'ailleurs que il est plus difficile, on les voit, on les rencontre tout au long du XXe siècle, surtout dans la première moitié du XXe, davantage dans les carrières, effectivement, des bibliothèques que du côté des archives. Où là, s'agissant notamment de ces fameuses fonctions de directeur de l'archive départementale, on a plutôt envie d'un monsieur, enfin d'un homme. Voilà, on voit moins une jeune femme prendre la direction d'un service de ce type, tout au moins à cette époque-là, ce qui a bien changé. Alors, j'ai encore deux questions, parce qu'on arrive peu à peu au terme de cette émission. Peut-être une question pour nos auditeurs qui cachent peut-être des vocations. Comment entre-t-on à l'école ? Alors, comment entre-t-on à l'école ? Ça reste la voie, évidemment, principale, reste celle du concours d'entrée, donc en première année. Après, une préparation dans un lycée, hein, donc qui possède ses classes préparatoires, comme pour les écoles normales supérieures, hein, ou les grandes écoles de commerce. Donc, le concours est maintenant en fait deux formes, concours d'entrée. Nous avons un concours A et un concours B. Un concours A davantage, je dirais, classique, qui correspond au concours dans sa forme classique, avec centré sur les périodes les plus anciennes et un très fort apprentissage du latin. Et un concours B qui ressemble davantage au concours des écoles normales supérieures et qui fait davantage la part, par exemple, à l'histoire contemporaine ou à l'histoire de l'art, où le latin, tout de même, et l'histoire médiévale reste, hein, évidemment, des matières privilégiées, mais un peu moins que sur le concours A. Donc ça reste un apprentissage, je dirais, assez exigeant, mais qu'on a maintenu parce que effectivement on en a tous les bénéfices ensuite, et notamment cette aisance dans les langues anciennes, en particulier dans le latin, est très précieuse. Étant donné le caractère ultra spécialisé des enseignements qu'on va leur délivrer ensuite, hein, comment voulez-vous leur faire, par exemple, acquérir cette paléographie latine peu aisée si on maîtrise pas en particulier le latin. Mais ça doit pas être un obstacle. On peut, de plus en plus, on constate qu'étant donné ce qu'est l'enseignement des langues anciennes maintenant au lycée, hein, donc c'est vrai, un petit peu plus difficile qu'auparavant, les classes préparatoires sont en capacité de mettre en place des enseignements de poussée de latin avec des niveaux grands débutants qui permettent tout de même, hein, de franchir la barre du concours. Donc je crois qu'il faut pas craindre de pousser la porte du concours si on a vraiment l'idée de faire l'école qui est vraiment un bonheur d'enrichissement sur des disciplines dont on a à peine l'idée. Et je crois, avant d'y rentrer, il faut surtout avoir cette envie, cet appétit pour l'histoire et le patrimoine. Et si on a cette envie, cet appétit-là, il faut faire l'école des Chartes. Alors la conclusion. Peut-être une dernière question, quand on arrive au 6e étage de l'école où se trouve votre bureau, eh bien on tombe sur une statue de Jeanne d'Arc. Alors on peut le comprendre évidemment, parce qu'il y a évidemment Quicherat. Oui, voilà. Donc Quicherat peut-être pour nos auditeurs. Oui, voilà, grand historien de Jeanne d'Arc et notamment l'éditeur des procès. Et donc c'est ce qui a permis effectivement de faire toute la lumière sur ce personnage qui reste toujours très très controversé, à la fois héroïne nationale et dont l'interprétation de l'action effectivement est sujette à différents courants, hein, ça reste toujours le cas. Voilà, comment analyser cette épopée qui est celle de Jeanne, ses voix, ça reste encore, je dirais, un mystère, hein, bien sûr, hein, derrière lequel on peut mettre de multiples interprétations. Mais là c'est la démarche artiste qui prime, c'est-à-dire que disent les sources finalement, hein, que disent les sources, que dit Jeanne elle-même dans son procès, comment
comment traduit-elle elle-même l'expérience qu'elle a vécue et l'itinéraire qu'elle a emprunté. C'est ça qui est intéressant. Après, chacun peut interpréter les choses, mais voilà, à partir du moment où sans avoir eu auparavant, finalement, l'édition précise et critique de ces sources, donc procès de condamnation, procès de réhabilitation, effectivement, on était bien en peine de livrer une analyse juste de cet itinéraire. Ça reste de l'ordre de l'interprétation, du fantasme. Là, en fait, voilà ce que disent les sources. Alors les sources, elles sont ce qu'elles sont, hein, bien sûr. Il y a des grilles d'interrogatoire. Jeanne, elle réagit, elle répond avec ce qu'elle est. Hein. C'est une fille de laboureur. C'est une fille de l'Est, des marges de Lorraine. Elle a du mal à comprendre ce que lui disent ses juges. Elle a notamment lorsqu'un clerc limousin l'interroge avec la langue qui est la sienne, elle a du mal à comprendre. Hein, quand ce clerc lui demande quelle langue, mais quelle langue parlent tes voix finalement, Saint-Michel, Sainte-Catherine, meilleure que la vôtre, lui dit-elle. Parce qu'en fait, je comprenais mieux ce qu'il me disait que vous. Voilà. Donc on a un tas de petits détails qui nous font rentrer finalement dans l'époque du procès, dans la vie de la personnalité de cette jeune femme. Et c'est ça qui est intéressant finalement. Ça reste encore, voilà, il y a encore, je pense, beaucoup de choses à produire mais à condition effectivement de revenir à la source et en particulier à celle des procès qui sont finalement les seules sources majeures que nous ait laissé cette jeune femme et son itinéraire. Eh bien, merci Michel Boubenitschek, merci d'être venu à notre micro. C'est plutôt moi qui ai eu le privilège de venir donc à ce 6e étage où on a la vue magnifique sur la Bibliothèque nationale de France, donc l'école nationale des chartes 200 ans au service de l'histoire, un livre que vous avez coécrit avec Jean-Charles Bédag, Michel donc Boubenitschek, vous et Olivier Poncet, paru chez Gallimard en coédition avec l'école nationale des chartes. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt, chers auditeurs. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Storia Voce.